Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Et j'accueille aujourd'hui Mathieu Deluca. Mathieu est responsable et manager d'ingénieurs HSE pour la société Red Online. Cette société propose des outils de gestion des problématiques HSE et fait également du conseil aux entreprises. Vous allez découvrir dans cet épisode comment Mathieu a développé sa polyvalence dans les domaines HSE et surtout comment elle l'aide aujourd'hui à comprendre les besoins et les problématiques de ses clients. Bonne écoute. Bonjour Mathieu, comment est-ce que ça va ? Bonjour Alexandre, écoute, ça va très bien, autant que faire se peut. Et toi ? Bah écoute, ça va, chaudement cet après-midi, mais ça va, on est prêt pour un nouvel épisode, donc j'espère que ça se passera très bien, même si j'en suis sûr. Est-ce que Mathieu, tu peux un peu nous présenter ton activité aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui, donc, je suis responsable d'une équipe d'ingénieurs HSE dans une boîte de consulting qui s'appelle Red Online. Donc mon activité a une part de management et une part de terrain qui se traduit en fait par de l'accompagnement de clients sur différentes thématiques, donc différents sites. Différentes langues, différents process, différentes industries. Voilà, donc c'est assez varié. Et justement, différentes langues, différents process, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on discute parce que tu sais que ça m'a pas mal fait rêver quand tu m'en as parlé. C'est-à-dire que tu vas, dans ton activité quotidienne ou habituelle, tu vas voyager dans beaucoup de pays. Oui, alors l'entreprise est présente dans 83 pays aujourd'hui. Donc moi, je ne vais pas dans ces 83 pays. En tout cas, il n'y a pas de besoin pour l'instant. On a des bureaux, par contre, qui sont dans 5 pays. J'ai déjà été amené à aller dans tous ces pays-là. Donc on est sur des pays principalement européens et on a les États-Unis aussi. Dans mon activité, je peux être amené effectivement à aller dans tous ces pays-là pour du déploiement en fait chez des clients. D'accord. Donc le déploiement, la partie que je connais le plus donc de Red Online, c'est la partie outils qui est mis à disposition souvent des ingénieurs HSE ou des préventeurs. Est-ce que tu peux peut-être plus nous parler du produit en lui-même ? Oui, non, en fait, le produit, c'est une plateforme en ligne qui vient en support des systèmes de management HSE sur différents aspects, que ce soit sur l'identification d'événements, sur de l'évaluation des risques, sur de la veille réglementaire et de la conformité réglementaire, ou sur de la gestion de déchets. Donc cette plateforme-là, on la met à disposition. On propose également un système de consulting qui va permettre de mettre à disposition l'expertise de nos ingénieurs HSE au service des différentes entreprises qui nous le demandent. Et pour certains de ces modules, on peut proposer également du contenu. Donc historiquement, le cœur d'activité, c'était la veille réglementaire, donc on est parti de là. Donc c'est là qu'on va retrouver la majorité de nos clients. Et donc là, le contenu, ça sera en fait la veille réglementaire qui est réalisée par des juristes, qui est mise à disposition dans un espace dédié. La partie consulting sur ces aspects-là, ça sera l'évaluation de cette conformité. Et la partie plateforme, c'est donc tout ce qu'on peut mettre à disposition comme outil de filtre, d'évaluation, d'indicateurs qui va autour. Et on fait ça donc pour toutes les thématiques que j'ai mentionnées, donc pour la gestion des événements, pour la réalisation d'analyses de risque, pour le suivi de plan d'action, pour la création de grilles d'audit, la gestion des déchets, etc. Donc c'est assez vaste. Ouais, effectivement, l'outil il touche pour moi tous les domaines du QHSE finalement. Et toi, tu vas être le manager des personnes qui vont aider à utiliser tous ces outils ou plutôt produire le contenu qui va être dedans ?
Alors, pour la production sur la partie réglementaire, ce sont bien donc, des juristes qui sont spécialisés en réglementation qui produisent le contenu. Et donc, on a des juristes dans chaque pays qu'on couvre pour produire ce contenu-là. Et sur toute la partie qui a plus trait au management HSE, donc ce sont les ingénieurs qui s'en chargent pour l'ensemble des pays. Et donc, moi, effectivement, je manage ces gens-là, mais je mets également la main à la pâte. Donc sur plusieurs aspects, donc comme je le disais tout à l'heure, le déploiement sur site. En fait, c'est la mise en place de la plateforme avec les spécificités d'un client, que ce soit en termes de contenu ou de paramétrage. Et puis après, il y a toute une partie développement de la plateforme en elle-même. Donc essayer d'imaginer ce dont auront besoin les préventeurs demain et comment on peut mettre ça en place et quel outil on peut mettre à disposition. Alors ça, c'est très intéressant d'essayer d'imaginer ce dont auront besoin les préventeurs demain. J'imagine que c'est un moteur fort de votre innovation dans le développement de l'outil. Comment vous articulez tout ça? Absolument. Pour nous, il est essentiel pour avoir des relations intéressantes avec nos clients qu'on soit à la pointe de ce qui se propose en termes de soft HSE. Dans le monde des softs, en fait, il y a deux grands acteurs. Il y a les acteurs qui font du 100% paramétrable, qui font de l'outil sur mesure, qui coûtent en général plus cher forcément et qui sont plus longs à mettre en place. Et on a ce qu'on appelle les solutions communautaires qui en fait proposent une plateforme qui va être identique chez chaque client, mais en fait qui va être instanciée et chaque instance peut avoir un paramétrage spécifique. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des subtilités d'un client à l'autre en fonction des indicateurs qu'on veut suivre, en fonction des éléments qu'on veut utiliser pour caractériser un aspect environnemental ou une situation de danger, ou les grilles d'audit qu'on veut avoir, ou la typologie d'événements qu'on veut suivre, le workflow qu'on veut avoir, etc. Donc, tous ces éléments-là, en fait, toutes les améliorations qu'on fait, nous, on les propose gratuitement. À partir du moment où un utilisateur a accès à la plateforme, il ne paie pas de version supplémentaire. En fait, on a un flot continu d'amélioration. Ce qui fait qu'on est toujours dans cette dynamique d'identification d'abord du besoin, et on fait dans ce cas-là ce qu'on appelle une expression de besoin. On va définir pour nos développeurs ce dont on a besoin sur la plateforme en termes de nouvelles fonctionnalités, en termes de display. Ça, en général, c'est une phase qui va se faire d'abord en gros brainstorming interne, qui est toujours très intéressante parce qu'on met autour de la table plein de visions différentes. Et après, on va solliciter des utilisateurs ou potentiellement des prospects pour voir déjà si ce que nous, on propose, ça match avec leurs besoins, si on peut faire rentrer leurs besoins dans nos expressions de besoins, et tout simplement si après, ça colle avec la vision d'ensemble de la plateforme et de Redomain. Et ça, justement, c'était une journée forum, je crois, à laquelle j'avais participé. Moi, j'imagine que c'est très riche parce qu'il y a, comme tu disais, il y a une seule plateforme, mais beaucoup de contraintes du fait que les organisations des clients sont différentes. Ça va être un peu compliqué finalement d'essayer d'orienter les innovations ou les améliorations de l'outil d'un sens ou de l'autre. C'est un challenge, clairement. L'avantage qu'on a, c'est que même si les besoins sont effectivement différents d'une organisation à l'autre, en général, on travaille sur la base de référentiels communs. Donc, ça va être des référentiels réglementaires ou normatifs. Très, très régulièrement, on retrouve les mêmes besoins chez les clients. Après, tout est question d'essayer de capter le besoin et de le retranscrire dans un environnement qui finalement va être standardisé. On essaie au maximum de se rapprocher de la flexibilité tout en gardant une possibilité de déploiement rapide pour être efficace très rapidement. Et derrière, bien sûr, on a besoin d'intuitivité. C'est-à-dire rapide? Il y a une notion dans notre secteur qui s'appelle le time to market. En fait, c'est simplement combien de temps après l'achat vous pouvez avoir une plateforme efficace. C'est-à-dire mise en place avec des acteurs formés, prêts à l'utiliser. Donc chez nous, puisqu'on a une plateforme standardisée, ça va être très rapide. Chez un acteur qui fait 100% du personnalisable, ça sera plus loin parce qu'il faut développer toutes les fonctionnalités au fur et à mesure. Donc il faut arriver à avoir une base commune suffisamment solide pour pouvoir intégrer les spécificités de chacun de nos utilisateurs. Donc effectivement, très intéressant.
d'autant qu'on couvre un nombre de secteurs qui est très large et qui en fait n'est pas limité. Ouais. Tous les secteurs, je crois. Tous les secteurs, tous les clients qui veulent faire, Ouais, je disais, je crois que qui vous veulent faire appel à nous. couvrez. Alors aujourd'hui, on va du textile au nucléaire, en passant par les équipementiers automobiles, par l'aéronautique, les produits chimiques, le tertiaire. Voilà. Donc, je pense qu'on couvre 98% des secteurs possibles. À ma connaissance, on n'a pas de salon de coiffure. D'accord. Attention parce que là, dans 2 semaines, ça va être le gros secteur. Hein. Donc, positionnez-vous vite. Alors, on s'est positionné par rapport justement aux petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de réaliser des analyses de risque ou d'avoir des préventeurs à temps plein. On se positionne là-dessus, même si c'est vrai que c'est plutôt un secteur de niche pour nous. Ouais, je comprends parce que il y a quand même un aspect connaissance des techniques de base hein, d'analyse de risque et de gestion qui sont forcément liées à la compréhension de l'outil. Néanmoins, Tout à ouais, fait. effectivement, je pense que ça peut quand même être un marché qui finalement se tourne enfin vers la gestion des risques, mais qui peut être intéressant pour vous. C'est exactement, je pense que tu as mis le doigt sur le bon point. C'est que la plateforme qu'on développe s'adresse à des experts HSE. Et en général, dans les entreprises qui n'ont pas de préventeur, en fait, on n'a pas d'experts HSE. Donc, il y a une question d'accessibilité et de compréhension des notions qu'on met à disposition. Ok. Et alors, le fait d'être autant diversifié, je veux dire, en termes de clients et de références, quel challenge ça inclut pour toi en tant que manager de du coup ces ingénieurs qui doivent intervenir chez des clients si différents? Enfin, qu'est-ce que tu as comme difficulté et comment tu les relèves au quotidien? La difficulté principale, c'est la polyvalence. Aujourd'hui, quand on va chez un client, quelle que soit la raison, il va être dans un secteur d'activité, il va avoir des équipements spécifiques, il va avoir une activité spécifique qu'on ne connaît peut-être pas, et nous, on a besoin rapidement de se mettre dans le bain et de saisir les enjeux du client et de dire, bon, bah, ok, voilà, je vois comment vous travaillez, je vois vers où vous voulez aller, et nous, on peut vous aider comme ça. Donc, on a besoin de capter très rapidement des informations et de comprendre très très vite comment travaille chaque utilisateur et finalement quel est son but final. Mmh. Ouais, moi, je trouve que c'est une de vos forces et c'est pour ça que du coup j'étais intéressé qu'on fasse cette interview aujourd'hui. C'est cette polyvalence et parce que saisir le besoin client, c'est peut-être facile quand on est du côté du client, on se dit bah je lui ai exposé mon problème, mais de ton côté ça doit être assez Alors, c'est compliqué et pas en plus faut le tant, faire plusieurs effectivement. fois. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, et c'est comme partout, quand on explique quelque chose, en fait, l'explication va comprendre un certain nombre de notions qui sont sous-jacentes, qui peuvent paraître évidentes pour la personne qui l'explique, mais qui ne le sont pas forcément pour la personne en face. Et du coup, nous, notre travail, c'est d'essayer de voir dans le discours de l'utilisateur quels sont justement tous ces points sous-jacents qu'on doit prendre en compte et qui ne sont pas forcément exprimés. Ce sont des points implicites, mais qui paraissent évidents à la personne qui les exprime. Mhm. Ouais. Essayer de, de comprendre la complexité du domaine d'en face pour justement le sous-diviser en ensemble simple et apporter conseil. Je pense que c'est là l'expertise finalement de ce que vous faites. C'est ce qu'on essaie d'apporter. Parce que finalement, les problématiques HSE qu'on rencontre sont des problématiques qui peuvent paraître récurrentes. Simplement, la problématique HSE, elle est rarement unidimensionnelle. Ce qui fait qu'on a plusieurs réponses possibles à un même problème donné. Et la réponse possible va dépendre du cadre de l'entreprise, de son contexte, de ses enjeux, de ses ressources. Et nous, on a besoin de prendre en compte tous ces éléments-là pour proposer la solution finalement qui est la plus adaptée. Ça marche. Je voudrais revenir un peu sur ton parcours et essayer de comprendre un peu comment t'en es arrivé là parce que
finalement ça se développe pas mal en ce moment le côté software dans le HSE, mais c'était pas si évident que ça il y a quelques années. Donc est-ce que tu peux nous partager un peu plus ton parcours et comment t'es arrivé à ce poste-là? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a commencé tous, je pense, par beaucoup travailler avec des fiches et des fichiers Excel. Et le soft, c'est quelque chose qui commence à se démocratiser, mais qui n'est pas encore la norme partout. Donc de mon côté, sur mon parcours, j'ai fait une licence professionnelle en alternance à la Lyonnaise des Eaux pendant 1 an. C'est à cet endroit-là que j'ai fait mes premières armes en HSE. Et je me suis aperçu que même si sur le côté pratique, j'avais aucun mal à suivre, il me manquait quand même un socle de connaissances théoriques qui aurait pu m'aider dans un certain nombre de situations. Du coup, je me suis orienté vers une école d'ingénieurs, l'école ESEP que tu connais. J'ai suivi un cycle en sécurité, environnement, prévention des risques, donc en 3 ans. Et là, effectivement, j'ai eu un certain nombre de notions qui me manquaient. Et du coup, je suis parti pour ma première vraie expérience, entre guillemets, sur un site. Et là, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Sur le site où j'étais, c'était un site en difficulté, c'est une entreprise de métallurgie. Et en fait, la sécurité n'était pas du tout une priorité. Parce que, bon, c'est compréhensible, l'entreprise avait des difficultés financières, et du coup, on mettait l'accent sur la production, la productivité, etc. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites si on avait eu les clés et les ressources nécessaires. Et donc, quand je suis parti au bout d'un an de cette entreprise, je me suis dit que ce travail d'analyse et ce travail d'essayer de comprendre le pourquoi ça va pas et de mettre le doigt sur ce qu'on peut améliorer dans le HSE, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est quelque chose que j'avais envie de reproduire dans d'autres secteurs. Et donc, j'ai passé des entretiens dans différentes entreprises. Et parmi ces entreprises, il y avait Red Online qui proposait cette vision multisectorielle qui forcément a eu un énorme attrait pour moi. Et au bout de plusieurs entretiens, j'ai commencé à travailler chez Red Online comme ingénieur HSE. Ok, alors juste avant, avant de continuer sur Red Online, ton expérience dans la métallurgie, donc tu disais qu'il y avait pas mal de problèmes de ressources, mais est-ce que pour autant c'était que des ressources financières qui bloquaient la situation ou il y avait d'autres leviers que tu avais identifiés pour améliorer les choses? Alors, c'était pas que ça. En fait, c'est une entreprise qui était en crise. Et comme dans beaucoup d'entreprises en crise, toutes les problématiques sont exacerbées. En l'occurrence, il y avait un fort taux d'absentéisme et il y avait une accidentologie qui était très élevée. La solution qui a été mise en place pour pallier cette accidentologie très élevée, c'était de forcer le port de pays, je dirais même à outrance. Dans l'ensemble de l'usine, même dans les zones où, à mon sens, ça n'était pas forcément nécessaire, ce qui forcément a créé un inconfort du côté des salariés, ce qui s'est répercuté ensuite par des tensions avec le management. Et la situation étant ce qu'elle était, en fait, donc les tensions, elles aussi, étaient exacerbées. Et finalement, il y avait une vraie défiance envers toute la partie direction et également envers la partie sécurité. Donc il y avait du mal, j'ai eu beaucoup de mal à faire passer des consignes quand elles n'avaient pas un vrai fondement concret avec une application immédiate. J'ai mis en place justement des audits de sécurité sur différents postes de l'entreprise pour identifier les points qui pouvaient mener à l'accidentologie. Malgré tout, les solutions qui étaient présentées c'était assez binaire en fait. On avait le CHSCT qui disait mais en fait on n'a pas assez de personnel, donc c'est pour ça qu'il y a des erreurs d'inattention, etc., etc. Et en face on avait la direction qui disait non c'est pas ça, c'est juste que vous faites n'importe quoi. Donc en fait j'avais l'impression d'avoir un petit peu le parti politique et l'opposition. Et moi j'étais entre les deux, clairement je faisais tampon. Et ce que j'essayais de mettre en place, soit ne fonctionnait pas parce que j'avais pas un budget qui me permettait de le faire, soit en fait je devais faire face à vraiment la défiance des salariés. Donc il me fallait trouver des moyens pour les impliquer
dans les démarches que je voulais mettre en place. Ce qui évidemment est très chronophage. Et quand on n'a pas de budget, ça devient compliqué. Ah, j'imagine. Et pardon, qu'est-ce qu'on tire de... Je veux dire, toi, c'était une de tes premières expériences finalement de boulot. Qu'est-ce que tu as le plus appris de ces moments-là? Alors que, effectivement, tu as une expérience assez compliquée, mais j'imagine que tu as pu en tirer quelque chose justement pour rebondir par la suite. Ce que j'ai appris justement et ce que je garde encore aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive à rien si on n'implique pas les acteurs finaux, quels qu'ils soient et quelle que soit la situation. Si, pour moi, en tout cas dans le HSE, si on veut arriver à quelque chose, il faut non seulement qu'on soit convaincu que ça va être utile, mais également que les personnes qui vont en bénéficier en soient convaincues. Et pour ça, il vaut mieux les impliquer dès les stages initiaux de la démarche. D'accord, bah, très bien, je suis entièrement d'accord en plus, donc ça me va très bien. Et, et donc, alors là, maintenant, on en est à... T'as fini cette première expérience et tu arrives chez Red Online. Quel est ton nouveau rôle alors dans cette entreprise? Alors, j'ai commencé par faire des audits réglementaires. Donc, en fait, je suis allé dans des entreprises après un temps de formation pour évaluer leur conformité face à la réglementation HSE. Donc, la première chose que j'ai appris, c'est que quand j'étais responsable sur site, je faisais pas la moitié de ce qu'il fallait faire, clairement. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que pour un même article qui n'est pas censé être interprétable, il y a des dizaines d'interprétations possibles et que le langage réglementaire n'est pas toujours clair. Et donc en fait, j'ai commencé justement ce travail d'identification des ressources et des enjeux de chacun des utilisateurs pour me dire, bon, d'accord, l'article dit ça, l'entreprise fait ça, est-ce qu'aujourd'hui, je peux, en mon âme et conscience, considérer qu'ils sont conformes ou pas, tout en sachant que les audits réglementaires qu'on fait chez nos clients sont des audits blancs, en fait. On leur donne une vision extérieure, mais derrière nous, on ne met pas de sanctions. Donc, en général, on a une coopération pleine et entière des utilisateurs. Ce qui nous permet de mettre le doigt sur un certain nombre de problèmes et ce qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus exhaustive. Je pense qu'il est plus simple pour un préventeur de parler à un auditeur qui vient donner un coup de main que de parler à sa direction ou que de parler à l'inspection du travail. Du coup, en fait, j'ai appris tout simplement à faire preuve de plus d'empathie, parfois à jouer les psychologues et à essayer de comprendre quelle était vraiment la position de l'entreprise par rapport à chacun des articles, en sachant que il y a la non-conformité réglementaire et après il y a ce qu'on peut en faire. Est-ce que résoudre cette non-conformité réglementaire apporte quelque chose à l'entreprise? Et à chaque fois que je voyais qu'effectivement ça pouvait faire progresser l'entreprise dans sa démarche HSE, j'essayais justement de pousser et de proposer des solutions. Alors soit des solutions auxquelles j'avais pensé ou qui avaient été discutées avec le préventeur, soit des choses que j'avais vues en place dans d'autres entreprises et qui pouvaient s'appliquer dans ce contexte-là. J'aime bien la notion d'identifier la non-conformité, mais qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? Parce que c'est un point de départ, quoi. Et je trouve que c'est bien cette vision que vous apportez dans le conseil, pas seulement l'identification. Oui, parce que la réglementation française aujourd'hui, elle est faite de telle façon que si on veut trouver des non-conformités, on peut. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est trouver les non-conformités qu'on pourra transformer en opportunités. Et donc du coup là il y avait ce côté très actionnable de l'audit et de proposition de solutions et toi est-ce que là du coup tu étais peut-être plus en harmonie avec ce que tu espérais dans le métier de préventeur ou d'ingénieur qui fait de l'audit réglementaire, ou est-ce que c'est autre chose qui t'a motivé à continuer? Alors dans les premiers temps, surtout, ça a été extrêmement enrichissant. J'ai vu énormément d'entreprises différentes, j'ai vu énormément de façons de travailler, j'ai vu énormément de façons de mettre en place des réponses à une problématique qui paraît simple, ce qui fait qu'en très peu de temps, j'ai acquis énormément de recul
sur ce qui se fait en HSE, sur ce qui marche moins, et surtout sur pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Parce que quand on peut comparer différentes situations, différentes solutions, il est beaucoup plus simple de prendre du recul justement et de dire là, ça n'a pas marché, probablement parce qu'il y avait cet élément-là ou probablement parce qu'il manquait cet élément-là. Donc il y avait cet enrichissement qui était continu. J'ai rencontré énormément de préventeurs, d'ingénieurs, de responsables différents qui avaient des visions différentes, et ça aussi c'est très enrichissant sur le plan humain. Et donc quelque part, j'avais pas envie de partir de cet environnement-là. Et en fait, petit à petit, tout simplement, j'ai pris un petit peu plus d'envergure et donc j'ai commencé à faire des missions différentes. Donc plus sur la réglementation, mais effectivement sur le travail avec les systèmes de management. Donc ça pouvait être des audits blancs normatifs, ça pouvait être justement des expressions de besoin, essayer de déterminer ce dont on avait besoin. Ça peut être la réalisation de formations, l'accompagnement de clients sur une plus grande distance. Donc j'ai pris certains comptes clients que j'ai suivis au quotidien au travers de comités de pilotage, par exemple, pour voir comment ils déployaient leur démarche HSE, quels étaient les jalons, les indicateurs, comment on pouvait les aider, etc. Et donc en fait, petit à petit, le travail que je faisais sur la réglementation, j'ai commencé à le faire sur tous les aspects du HSE, et c'était de plus en plus intéressant, de plus en plus diversifié, de plus en plus varié et toujours enrichissant. Ce qui fait que 5 ans plus tard, je suis toujours là et toujours content. Ouais, et que tu as pu évoluer aussi dans tes fonctions et finalement voir un autre, déjà plusieurs facettes en tant qu'ingénieur et maintenant en tant que manager. Tout à fait. Donc la partie management, c'est quelque chose que j'avais un petit peu exploré dans mes expériences précédentes. Pour le coup, je suis affirmé dans ce rôle-là et c'est vrai que c'est une facette qui est complètement différente, qui vient avec ses côtés positifs et négatifs, comme tout, et que je trouve très intéressante. Et j'ai pu évoluer également sur mon périmètre d'action. Et donc maintenant, je travaille effectivement dans d'autres pays. Et ce côté-là aussi est très formateur. Les cultures ne sont pas les mêmes, tant en termes de culture de travail, culture sécurité, culture environnement. Les réglementations sont différentes. Les façons d'appliquer les systèmes sont différentes. Et ça, c'est vrai que ça apporte beaucoup aujourd'hui. Ouais, moi ça c'est quelque chose que je trouve super intéressant, c'est le côté réglementation différente qui est forcément lié à un pays et vous, le fait d'avoir un outil, nous on appelle ça sur étagère, mais qui est paramétrable, ça vous permet d'être opérationnel très vite. Mais pour les ingénieurs qui, eux, viennent aider des clients, ça doit quand même être particulier. C'est particulier. En général, on organise des ateliers de travail quand on a besoin d'expliciter certains points. Mais c'est vrai qu'on revient à cette notion d'idées sous-jacentes et implicites. Avoir une réglementation différente fait qu'on va baser des raisonnements HSE sur des propos différents et sur des concepts différents. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à capter quand on n'a pas le concept de base. En Belgique, par exemple, ils ont un référentiel de risque qui est commun environnement et sécurité, et qui est basé sur un système de permis, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à ce qu'on a en termes d'ICPE en France. Quand on ne sait pas ça, en fait, dans la discussion, il y a des points qui vont nous échapper. Parce que quand on va parler de registre de risque, en France, dans la plupart des entreprises, on a une distinction assez forte entre les risques environnementaux et les risques professionnels. Là-bas, c'est pas le cas, c'est complètement mélangé. Du coup, quand on parle d'un système d'analyse de risque, il faut savoir qu'on parle d'un système d'analyse des risques global et que donc il faut que la méthodologie qu'on va utiliser puisse s'appliquer à la fois à des risques professionnels et à des risques environnementaux. Et ça, c'est pas une notion qu'ils vont exprimer tout de suite, parce que pour eux, c'est évident. Et donc, ça fait partie des petits points qu'il faut qu'on arrive à capter assez rapidement pour pouvoir orienter la solution et les ateliers dans la bonne optique. De la même façon, une formation sur l'ISO 14001, par exemple, donc compréhension, mise en place, qui se fait très simplement. Bon, l'affaire en français en France, c'est quelque chose. L'affaire en français en Belgique, c'est encore autre chose, parce qu'effectivement, du coup, les enjeux sont pas les mêmes, les parties prenantes sont pas les mêmes. Et puis après, l'affaire en anglais, c'est encore autre chose.
parce qu'on se rend compte rapidement qu'il y a des termes techniques, des termes normatifs, qu'on n'a pas forcément, même si on pense parler bien anglais. Donc tout ça, ça rajoute finalement à la culture, à la compréhension, et ça donne à chaque fois une vision qui s'étoffe du monde HSE. Ouais, j'aime bien l'exemple que tu as pris pour la Belgique. Effectivement, moi, j'en avais pas connaissance, mais ça résonne avec ce que tu disais au début sur la polyvalence et pour comprendre ce qui est pas dit finalement par le client, mais dont tu as besoin pour comprendre son besoin. C'est un indispensable, mais qui est peut-être difficile à capter au début, quoi. Ben, en fait, ça, on l'a aussi à divers degrés quand on est préventeur sur site. Si ce n'est que les personnes en face, ça va être la direction, les salariés, et il y a toujours une part qui est non exprimée dans le discours. Mais c'est vrai que là, on a du coup un temps limité, parce qu'en général, on est sur des prestations assez courtes, en tout cas chez Red Online. Donc, on a un temps limité pour vraiment comprendre ces éléments-là et pour se mettre en phase avec l'utilisateur en face. En général, ça se passe bien, puisque en tout cas jusqu'à présent, tous les interlocuteurs que j'ai sont des éléments positifs dans la démarche, puisque c'est eux qui l'initient de leur côté. Donc ils sont preneurs de tout ce qu'on peut apporter. Après, il faut trouver le juste milieu entre ce dont ils ont besoin, ce que nous on peut apporter, ce qu'on peut proposer à côté, etc. Ok, bah merci beaucoup pour ce partage. C'est très intéressant de voir du coup de l'autre côté, de l'autre côté de l'outil. Et je voudrais qu'on passe à une partie plus références et outils justement. Est-ce que Oui. tu as des outils, peut-être des podcasts, des livres ou des ouvrages de référence sur la prévention des risques? Alors, je n'ai pas d'ouvrage de référence parce que tout simplement, je ne lis pas aujourd'hui de livres en HSE. Ma principale source d'information, en fait, je l'ai directement à la maison. Hein. Ce sont nos juristes qui font la veille sur toute la partie réglementaire européenne, sur l'INRS. Donc, en fait, là, je vais avoir toutes les publications INRS, tous les éléments qui sont mis à jour. Tout ça, en fait, j'ai cette information déjà dans l'entreprise. Donc après, en fonction de mes besoins, je vais consulter ce qui me paraît intéressant. Je suis très friand de brochures INRS en particulier. Je trouve que dans la majorité des cas, elles sont très bien faites et elles apportent beaucoup d'informations, même si les sujets sont très ciblés et donc il faut choisir la bonne brochure. Et sinon, en fait, quand j'ai besoin d'une information, je me rabats en général sur les forums. Il y a beaucoup de forums qui existent en prévention, des forums en français et en anglais, où on va avoir, comme sur tous les forums, en fait, des gens qui vont poser une question et énormément d'autres gens du même métier qui vont apporter leur grain de sable dans la réflexion commune. Et je trouve ça très intéressant. Mais c'est vrai que les forums, c'est un peu la partie sous-estimée du web pour comprendre un besoin ou pour trouver une réponse. C'est encore des choses qui sont très consultées par beaucoup de domaines et pour autant, on en parle assez peu comme si ça n'existait plus. Et je suis d'accord que ça peut être une vraie source d'infos. C'est vrai que les forums, le point négatif, c'est que ce ne sont pas des sources fiables. Parce qu'en fait, tout ce qui est apporté, la plupart du temps, n'est pas référencé, n'est pas documenté, n'est pas sourcé. Donc, en fait, on n'a que la parole de la personne qui est derrière. Donc, c'est utile pour capter des idées, capter des façons de faire. Par contre, quand on cherche un renseignement précis sur une réglementation, sur une norme, c'est vrai que les forums sont un petit peu limités à ce niveau-là. Mais malgré tout, j'y trouve très souvent ce dont j'ai besoin. Ne serait-ce qu'un regard différent sur une problématique. Ouais, bah c'est toujours riche de croiser des regards différents. Je partage tout à fait. Ensuite, sur la partie outils digitaux, est-ce que tu utilises des applications ou ouais, voilà, des outils spécifiques pour la gestion des risques? Non, du coup, moi, j'utilise uniquement la plateforme Red Online. Je passe beaucoup de temps dessus, que ce soit pour des formations ou pour des développements, des expressions de besoins. Et en fait, je n'ai pas de besoin autre que ça. Parce que finalement, pour mon métier et la façon dont je l'exerce, j'ai pas besoin d'avoir des supports informatiques. D'accord. Bah, En en poste, HSE tu en m'avais. tout cas. Oui, oui, ça,
je visualise, mais si tu m'avais dit, du coup, je travaille à fond sur un Excel, là, je me serais dit quand même, il y a un problème. Mais, Non, mais effectivement. j'imagine bien que tu utilises l'application maison. Euh, enfin, donc on va passer à une partie plus sur l'avenir de la prévention. Comment est-ce que, du coup, toi, tu vois beaucoup de préventeurs de différents secteurs. Comment tu vois évoluer pardon, la fonction de préventeur à moyen et à long terme? Ah, c'est une question très intéressante parce que j'ai abordé ce sujet-là avec effectivement un certain nombre de préventeurs et il y a une vision commune qui se dégage et que je partage, qui est la notion d'implication. Aujourd'hui, je pense que la sécurité, l'environnement, il faut plus que ça soit des notions qui sont en parallèle, il faut que ce soit vraiment quelque chose de transverse. Et pour moi, la fonction de HSE, ça sera plus du management de relais dans des équipes. Pour moi, il faut plus d'implication des salariés. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce vers quoi on tend. On le voit dans la norme ISO 45001 qui met vraiment le salarié au cœur de la prévention des risques professionnels avec cette notion d'implication et de consultation. Moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai discuté le voient. Après, sur la mise en application, ça passe nécessairement par plus de connaissances de l'ensemble des salariés sur la sécurité et l'environnement, et pas simplement ce qui est en bout de sécurité, c'est-à-dire les EPI, mais vraiment plus la démarche dans son ensemble, à quoi elle sert, comment on la met en place, pourquoi on la met en place. Ça peut passer par une motivation salariale, c'est quelque chose qui peut entrer par exemple dans des objectifs annuels. Ça passe, à mon sens, par de la remontée d'événements en sécurité ou en environnement. Et ça passe surtout par un retour à ces remontées. Ouais. On en parle souvent, mais c'est vrai que le retour de ces remontées, je trouve que c'est un levier peut-être sous-estimé, mais en tout cas qui peut vraiment donner des résultats, quoi. Tout à fait. On parle beaucoup de facteurs humains dans l'accidentologie, en disant que c'est un élément qu'on ne peut pas gommer et que même si on met en place tous les moyens de prévention, on aura potentiellement toujours l'humain qui va faire une erreur derrière. Mais c'est vrai à tous les niveaux. C'est-à-dire que le facteur humain, il est vrai aussi dans la remontée d'événements. Et un humain normal qui fait une remontée d'événements et qui derrière n'a aucun retour aura moins d'incitation à faire d'autres remontées derrière. Et ces remontées d'événements, elles sont aujourd'hui nécessaires pour avoir une vraie vision de ce qui se passe dans l'entreprise et pas simplement les gros événements, les gros accidents. On a besoin d'être vraiment au cœur du terrain et de savoir ce qui se passe, tout simplement pour pouvoir réagir en fonction et puis surtout prévenir. Ça marche. Donc maintenant, une partie sur enfin, tu es un acteur de cette digitalisation des systèmes de management, mais comment toi tu la vois évoluer pour les années à venir? Alors aujourd'hui, la digitalisation des systèmes de management souffre, entre guillemets, de la digitalisation du monde moderne dans son ensemble. C'est-à-dire que les personnes qui vont utiliser ces outils sont de plus en plus habituées à d'autres outils qui ont été designés pour être très simples d'utilisation et pour avoir en un maximum d'actions, un minimum d'actions, un maximum de résultats. Ce qui est assez simple à faire avec une application de communication, de partage de photos simple, ce qui est plus compliqué quand on parle d'une application qui va gérer des niveaux d'expertise HSE. Donc aujourd'hui, en tout cas de ce que je vois, il faut qu'on tende vers une simplification des outils et il faut qu'on tende vers de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, c'est-à-dire qu'on soit capable, dès qu'on déclare un événement, peut-être de pré-remplir un formulaire d'action, que l'action envoie directement une notification aux acteurs concernés, etc., etc. C'est-à-dire qu'on doit avoir un vrai rôle de support et minimiser
au maximum les tâches administratives du HSE. Et pour moi, ça tend vers ça. En tout cas, la demande tend vers ça. C'est ce qu'on essaie de faire chez Red Online. C'est un véritable enjeu et surtout, c'est très complexe. Ça veut dire que ça, vous l'avez déjà identifié chez vous, quoi. Vous voyez déjà les demandes de vos clients sur cet aspect-là. En fait, on le voit au quotidien. Quand on va travailler avec un utilisateur, il va nous dire ça serait bien si l'outil pouvait faire ça. Et en fait, toutes ces propositions-là, nous on les prend et ça sert de base pour le développement de nos expressions de besoin et du coup les améliorations de la plateforme. On essaie de prendre en compte un maximum de choses. Il y a des tendances qui se dégagent et en fait les tendances c'est j'aimerais bien que la plateforme fasse beaucoup finalement pour moi et que j'ai moins à faire. Mais ce qui est normal parce que toutes ces tâches-là en fait sont du temps qu'on ne passe pas ailleurs. Et on dit que le préventeur doit être à 50% sur le terrain. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris et que je le conçois quand on est sur site. Et tout le temps qu'on ne passe pas sur le terrain, on le passe ailleurs. Et donc, si on peut minimiser effectivement les tâches entre guillemets ingrates de j'ai créé un événement, maintenant il faut que je le reporte, puis il faut que j'ai créé une action, etc. C'est sûr que là, on va faire gagner du temps à tout le monde. Ok, c'est intéressant. Je serais du coup attentif à comment vous le traduisez de manière outil, quoi. Comment ça se traduira factuellement. Parce que je pense qu'effectivement, faire gagner du temps aux préventeurs de cette manière-là, ça peut être vraiment très intéressant. Et au-delà du temps gagné, on peut aussi gagner en identification. C'est-à-dire que si des liens se créent automatiquement entre plusieurs éléments, mais finalement, quand on est dans un élément, on va voir qu'il est lié à d'autres éléments. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des liens qu'on n'aurait pas forcément fait en temps normal quand on a tout dispatché dans plusieurs applications, dans plusieurs fichiers différents, dans plusieurs dossiers différents. Donc en fait, les interconnexions entre les différentes informations, ça fait partie de ce qu'on peut proposer et ce qu'on se doit de proposer au titre de la digitalisation. Ah ouais, donc c'est encore plus large que ce que j'en comprenais. Ok, je suis encore en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Ça marche. Et enfin, donc je sais que tu es aussi intervenant dans des écoles auprès de jeunes, de jeunes et futurs préventeurs. Qu'est-ce que tu aimerais dire du coup à ces jeunes qui débutent pour cette fonction-là? Alors, ce que j'aimerais leur dire d'abord, c'est qu'ils ont droit à l'erreur. Il faut savoir que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus compliqué de dire je ne sais pas. Alors qu'en fait, on ne peut pas tout savoir. Et plus on en sait, plus on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. Et pour moi, il ne faut pas hésiter à dire je me suis trompé, j'ai fait une erreur, je ne sais pas, et aller chercher l'information. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le métier de préventeur peut énormément varier d'un secteur à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Donc, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans une entreprise, il faut impérativement essayer d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Peut-être que vous allez trouver une autre vision du HSE. D'accord. C'est intéressant. J'aime bien l'idée du droit à l'erreur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement d'outils pour trouver de l'info que accepter soi-même qu'on ne sait pas, mais voilà, se donner les moyens de trouver une réponse après, c'est très intéressant et je pense que c'est un très bon conseil. Écoute, Mathieu, on arrive à la fin, donc est-ce que tu peux nous dire ou est-ce que tu peux conseiller les auditeurs de te retrouver sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Alors, je suis sur LinkedIn. Je suis également sur la page de Red Online dans les équipes. Je fais partie donc des équipes qui ont été mises en avant ou en tout cas qui sont présentées. Donc, vous pouvez me retrouver là. Et puis après, si vous avez besoin, vous pouvez sur le site de Red Online, il y a un formulaire de contact. Si vous me demandez, vous me trouverez et vous pourrez me parler. Voilà. Je suis pas très dur à contacter en vrai.
D'accord, donc facilement trouvable. Et bah parfait, Mathieu. Merci beaucoup pour cet épisode et à bientôt. Et merci à toi et une très bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.